étoiles, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Et d'ailleurs, je vous invite à soutenir mes invités en vous abonnant à ma chaîne afin de les rendre plus visibles. C'est avec grand plaisir que j'accueille dans la boîte à livres mon ami Julien Peron qui vient nous présenter son premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers soi. Bonjour Julien, Bonjour Oriane, bienvenue à toi. merci. Alors, pour la petite histoire, je me souviens de notre première conversation téléphonique il y a plus de 14 ou 15 ans. Tu étais encore à Paris Mm. et je dois dire, j'avais été impressionnée par ton côté visionnaire et ton enthousiasme et ta positive attitude. Voilà, tu m'avais fait craquer dès ce premier contact et depuis, on est resté d'une manière ou d'une autre toujours en contact. Oui, Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, hein. Dans les années 2010, tu as lancé d'ailleurs les rencontres du bien-être et tu es même venu me soutenir en 2013 à Londres, où j'avais démarré un groupe de rencontres interthérapeutes francophones néo-bien-être. Ce fut un beau et bon moment. C'est aussi en 2013 que tu avais commencé à interviewer de nombreuses personnes sur le thème de ton livre que tu viens nous présenter aujourd'hui. C'est quoi le bonheur pour vous? Alors, je dois dire que 2013, en tout cas, c'est ce qui me paraît, à partir de mon point de vue, 2013 a été un tournant majeur, car à partir de toutes ces interviews, tu as créé le documentaire C'est quoi le bonheur? Et quelques années plus tard, le jeu de cartes pour enfin aboutir au livre. Et je ne parle pas de tout ce que tu fais, comme le Festival de l'école de la vie, le congrès C'est quoi le bonheur, ton magazine papier Innovation en éducation et des milliers de choses que tu fais tout le temps. À croire que tu vis plusieurs vies en une. Alors j'aimerais pour commencer te poser cette question que tu as posée des milliers de fois lors de tes interviews. Julien, c'est quoi le bonheur pour toi? Hmm. Eh bien, ouais, alors déjà, c'est vrai qu'effectivement, le temps passe vite, hein. J'aurais pas dit 15 ans, mais c'est fou ça, ouais. C'est dingue, hein. Alors, bah, tu sais, dans le film C'est quoi le bonheur pour vous? À la fin du film, je donne ma définition justement du bonheur. Hmm. Et pendant la réalisation du film, enfin à l'époque, je ne savais pas que j'allais en faire un film, mais à l'époque, quand j'interviewais des gens et que je leur posais cette question et qu'on discutait autour du bonheur, il y en avait beaucoup quand même qui commençaient à avoir, qui avaient entendu en fait ma démarche et qui me disaient, mais en fait, Julien, tu vas devenir un spécialiste du bonheur. Alors du coup, c'est quoi le bonheur pour toi? Et je leur disais à chaque fois la même chose. Je dis, bah, écoutez, je pense que je vais réaliser un film et donc à la fin du film, je vous promets, je vous donnerai ma définition. Et donc, ma définition pour pas spoiler ce qu'on entend dans le film, parce que finalement, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé, ça remonte à l'époque quand j'ai créé mon entreprise. C'était en 2003. Pour resituer le contexte, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, au sixième étage, sans ascenseur. Je sortais d'une période où j'avais été SDF pendant plus de 6 mois. Je suis dyslexique et dysorthographique et j'avais pas d'argent en poche. Mais pourtant, j'avais une intuition très forte. C'était justement d'apporter mes compétences, ce que je suis, pour l'humanité, pour le bien commun. Enfin, en tout cas, de me sentir utile et d'apporter ma pierre positive dans ce monde, quoi. Et donc, à cette époque, je me suis posé plein de questions avant de me lancer parce que déjà, tout mon entourage proche, mes amis, ma famille me disaient, mais t'es fou, Julien, tu sors d'une période très compliquée, déjà, ce serait peut-être bien que tu trouves un travail. Si ça marche pas, comment tu vas faire? T'as pas d'argent, t'as pas les compétences, parce que j'ai pas de diplôme aussi. Et bon, en gros, je ne les ai pas écoutés, j'ai écouté mon intuition et donc je me suis lancé. Et quand je me suis posé, quand je me suis lancé dans cette entreprise, parmi toutes les questions que je me suis posées, il y avait c'est quoi mes besoins en fait? Hmm. En quoi je peux répondre à mes besoins? Et donc répondre à ces besoins, quelque part, c'est un peu répondre à la question, mais c'est quoi le bonheur en réalité pour soi, quoi? Et moi, mes besoins, ils sont extrêmement primaires, ils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes à l'heure d'aujourd'hui. Je me considère comme quelqu'un d'épicurien, donc j'aime bien, bien cuisiner et manger des plats santé, vital, qui m'apportent de la vitalité. Donc je suis un épicurien, donc manger pour moi c'est quelque chose d'important, mais sain. J'adore aussi voyager, comme tu le vois aussi à travers mes activités. Je suis très souvent en déplacement parce que ça fait partie de mon équilibre personnel. Mais je pense qu'au-delà de ça, si on le transpose à l'époque de Cro-Magnon, même bien avant peut-être, on était des gens qui se déplaçaient, on était tout le temps dans le mouvement. Et en fait, et c'est vrai que les villes nous ont sédentarisés. Et je crois que le mouvement est vraiment intrinsèque à chaque individu, à chaque humain. Donc moi, j'ai besoin en fait de me déplacer, d'être dans ce mouvement-là.
l'amour, l'amitié, les rencontres, la nature, avoir un toit sous la tête, idéalement. Voilà mes besoins en fait, primaires que j'assouvis tous les jours. Tous les jours, je me fais passer en priorité dans toute la vie que je me suis créée. Je suis ma priorité de tous les jours. Et ce matin, typiquement, on devait avoir rendez-vous à 10 heures pour faire notre interview et je t'ai demandé si on pouvait la décaler parce que justement, j'ai des habitudes de vie qui fait que tous les matins, je fais du yoga, des exercices de méditation, des exercices un peu musculaires. Habituellement, je l'ai fait dans ce cadre-là, ici, chez moi. Et là, depuis quelques semaines, moi j'habite Montpellier, depuis quelques semaines, je vais à la plage en fait. Et donc, je fais 45 minutes de vélo. Et comme je suis réveillé à 5h30 du mat, je me dis, autant profiter de lever du soleil, d'être à la plage, de pouvoir faire mes exercices sur place. Et donc voilà, je suis ma priorité de tous les jours pour être bien déjà dans ma tête, pour être bien dans mon corps et pour pouvoir transmettre du mieux que je peux tout ça autour de moi, donc à travers mes activités et à travers évidemment les gens qui sont tout autour de moi, donc ma famille, mes amis les plus proches, quoi, pouvoir Hmm. les inspirer à être eux aussi la meilleure version de eux-mêmes. Donc voilà, ce que peut être un peu le bonheur pour moi. Bah, c'est magnifique. D'ailleurs, je réécoutais ton TEDx là pour préparer cette interview et voilà, j'étais fort touchée, fort émue en te voyant toi-même émue sur scène, en train de partager ton histoire à une audience qui était même pendue à tes lèvres parce que tu as ce talent de savoir raconter ton histoire et finalement ce qui est inspirant pour les personnes. Alors, dis-nous, Julien, qu'as-tu ressenti quand tu as eu ton livre entre les mains? Déjà, c'est bien effectivement de parler de TEDx parce que c'est pas anodin. En fait, si tu veux, moi, j'avais jamais imaginé un jour faire une conférence TED. Je voyais autour de moi pour des gens qui voulaient se lancer dans leur métier de conférencier, que pour eux, c'était un peu le Graal de faire une conférence TED. Donc, je voyais quand même un peu l'importance de ce que ça pouvait être, mais moi, je courais pas après dessus. Et donc, on est venu me chercher au Festival pour l'école de la vie là, que j'organise. J'avais donné une conférence. Quelqu'un est venu me voir en me disant, tiens, j'organise une conférence TED à Narbonne, est-ce que ça te dit de participer? Et je lui dis spontanément, ouais, ouais, avec plaisir, quoi. Et en fait, c'est pas anodin dans le sens où, pour ceux qui ne le savent pas, les TED, c'est du texte appris par cœur. Donc, on prévoit en fait toute une trame de ce qu'on a envie de raconter. Et donc, il y a un coach qui nous suit, qui fait partie de l'équipe, là, en l'occurrence de l'équipe de Narbonne. J'avais quelqu'un qui m'a suivi comme ça pendant 6 mois, où moi, j'apprends mon texte et après, du coup, je le récite aussi devant elle ou par Skype ou ce genre de choses. Et en fait, progressivement, le temps que le texte se construise et avec les allers-retours que j'avais avec cette personne, j'étais progressivement en train de me rendre compte du parcours, en fait, de tout ce que j'avais parcouru depuis que j'avais créé mon entreprise en 2013, en 2003. Et là, d'un coup, je me rappelle de cette scène, j'étais à New York, j'étais ou en Belgique, je confonds à chaque fois, enfin, c'était en Belgique ou à New York, et j'étais en train de réviser ce TED, et j'ai des larmes qui commencent à tomber de ces spontanément, mais un peu en flot continu. Et en fait, à ce moment-là, je conscientise la fierté que j'ai d'avoir mis en place tout ce que j'ai mis depuis 2003. Donc à l'époque, je crois que ça faisait déjà au moins 15 ans ou 16 ans, je crois que j'avais construit mon entreprise. Et je me suis rendu compte, c'est-à-dire que j'ai pris le recul et je me suis aperçu de tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais créé, le million de personnes que j'avais pu impacter à travers toutes mes activités. Enfin, waouh, ça a été quelque chose assez ouf. Et donc, du coup, ça m'a vraiment apporté une profonde gratitude. Et donc, voilà, j'ai pleuré de gratitude, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai exprimé à la personne qui m'accompagnait à l'époque et je lui ai dit, voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça parce que si je me retrouve sur scène en train de pleurer comme ça va être compliqué. Et elle me dit, non, non, franchement, c'est génial, Julien, écoute, si tu as des larmes qui viennent, tant mieux, c'est la vie, tu es un être humain, c'est comme ça, quoi. Hmm. Bon, je dis, ok, d'accord, quoi. Et donc, le jour du TED arrive, je me retrouve pour aller sur scène. Et avant d'arriver sur scène, la personne qui m'a coaché me présente auprès du public. Et puis, elle n'avait rien révisé. Et puis, moi, je ne savais pas du tout forcément ce qu'elle allait dire parce qu'elle n'avait rien révisé. Et donc, les mots qu'elle dit, ce qu'elle dit précisément là au public pour me présenter, me touchent profondément. Et donc, avant d'arriver sur scène, je suis déjà en train de pleurer. Et donc, je la prends dans mes bras et je lui dis, oh non, tu déconnes, Sandrine, quand même, merci, mais putain, merde, c'était trop beau ce que tu as dit, quoi. Et donc, j'arrive sur scène et bon, je dis au public, attendez, faut que je reprenne un petit peu mon souffle, quoi, parce que, merci Sandrine, mais c'était beau, en fait, ce qu'elle vient de dire, ça m'a vraiment touché, quoi. Et donc, je commence, donc voilà, je prends quelques respirations, je commence à raconter mon TED. Et donc, les 2 premières minutes,
hop, ça me fait l'effet que ça m'avait fait quand j'étais dans ce bar en Belgique ou à New York. J'ai des émotions qui reviennent, cette fierté en fait qui revient, tu vois, de me dire waouh, mais c'est fou quoi, je me retrouve là aujourd'hui à faire une conférence TED et probablement il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont le voir. Enfin, voilà. Donc pour moi, ça a été un moment en fait important parce que j'ai conscientisé vraiment tout ce que j'avais fait à l'époque jusqu'à présent, quoi. Et donc voilà. Et donc tout ça pour enchaîner sur ta question sur le livre, c'est que encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais jamais imaginé faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que comme je te l'ai dit, je suis parti vraiment de très loin. J'ai l'impression de pas du tout avoir eu les cartes entre les mains pour créer une entreprise et pour impacter des millions et des millions de personnes. Et donc, je n'avais pas imaginé réaliser le film, C'est quoi le bonheur pour vous, réaliser le magazine Innovation en éducation, le festival pour l'école de la vie, le congrès Innovation en éducation, le congrès C'est quoi le bonheur pour vous, enfin, et plein de choses que je ne peux pas tous les citer, il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ça, je ne l'avais jamais imaginé, j'ai toujours fait les choses et encore à l'heure d'aujourd'hui avec beaucoup d'intuition. Et donc, du coup, le livre, je ne pouvais pas l'imaginer non plus parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, je peux te dire que pour moi, alors bien sûr, ça s'est très, très nettement amélioré dans ma vie. Mais quand tu es 10, tu n'imagines pas un jour écrire, parce que déjà, en fait, pour toi, la grammaire, l'orthographe, c'est une vraie galère. Et je précise encore à l'heure d'aujourd'hui. Lire, évidemment, ça va quand même beaucoup mieux maintenant pour moi, parce que bah, je me suis forcé pendant des années et des années. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui te traverse l'esprit. Même si on me le demandait, parce que j'avais beaucoup de maisons d'édition qui me contactaient pour écrire un livre, même si mes amis les plus proches écrivains me disaient, écoute, Julien, ce serait chouette quand même que tu écrives un bouquin, tu as beaucoup de choses à dire, et je leur disais tous, mais non, déjà, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, et puis bah, moi, pour moi, c'est une montagne d'écrire un livre, vous vous rendez pas compte, quoi. Peut-être un jour, mais franchement, là, non, c'est sûr. Et Ouais. du coup, je vais lancer un petit message pour des gens en fait qui aimeraient peut-être un jour écrire un livre. Eh ben oui, en fait, c'est une réalité ce qu'il me disait. En fait, ce qu'il me disait, c'était un jour, Julien, tu verras, tu vas l'écrire ton livre. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas te réveiller et ce sera une évidence et ça va être très fluide. Et donc, je leur disais, bah ok. Et effectivement, ça s'est produit comme ça. Je me suis réveillé un matin alors que j'avais pas du tout parlé de livre la veille, j'avais pas rêvé de livre. Enfin, il y avait même, je sais pas, 2, 3 semaines, un mois avant, j'étais pas du tout dans ce trip-là. Et un matin, pour une raison du coup que je n'explique pas, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, allez, je vais écrire un bouquin, quoi. Et Mhm. donc, je me suis lancé à partir de ce jour-là. Ça a mis 9 mois. J'ai été accompagné, donc il y a un copywriter, une dame qui m'a accompagné pour structurer en fait toutes les idées. C'est-à-dire que le livre, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est aussi la compilation de plein d'articles que j'ai écrits maintenant depuis une trentaine d'années. Donc du coup, pour moi, c'était hyper compliqué de réunir en fait tout ce que j'avais écrit et de créer un peu l'équivalent d'un sommaire. Donc elle m'a aidé à structurer, vraiment à rassembler les pièces du puzzle, à me dire voilà, bah, écoute ça, on peut faire ça comme ça, tu vois là en sommaire, ça peut donner ça, etc. Donc là, on a passé un temps énorme en fait ensemble à rassembler les pièces du puzzle et à structurer tout ça. Et puis après, bah, l'idée, ça a été d'en faire un roman de développement personnel. Parce que bah, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de livres en développement personnel et en connaissance de soi, mais très peu de romans, mais des romans autobiographiques. C'est ça, en fait, le Mhm. côté un peu novateur, c'est que c'est un roman autobiographique. Et donc, avec tout ce que j'ai écrit, j'ai mêlé, en fait, ma vie pour faire des liaisons, justement, avec ce dont je parle, pour que ça rende les choses beaucoup plus concrètes, pour que ça parle beaucoup plus aux gens. Et donc, du coup, je les amène aussi en plus à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a plein de recommandations, plein de passages à l'action pour que eux aussi vivent leurs propres expériences et pas juste qu'ils se disent ah bah tiens Julien fait ça donc je vais faire pareil. Non en fait l'idée de mon livre c'est vraiment de poser les fondamentaux de tout être humain et de rappeler à chacun que ben, on part de là où on est avec nos compétences, avec les qualités, avec ce qu'on est, quoi, hein, tout simplement. Mhm. Mais que chacun à notre niveau, on peut faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Et ça passe par des fondamentaux qui sont expliqués dans le livre, qui sont bah, l'alimentation, le sommeil, le voyage, le sport, la nature. Et je dois oublier L'art un, de ralentir. l'art de ralentir, ouais. Et donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les fondamentaux que j'applique moi dans mon quotidien avec qui je suis. C'est-à-dire, par exemple, si j'isole le sport, bon, bah, moi, j'aime bien la randonnée, j'aime bien faire du vélo, et puis bah, j'aime bien nager. Mais pour une autre personne, ça va être peut-être que de la marche, ou ça va être peut-être courir, ou ça va être, je sais pas, que de la natation, ou peu importe. Mais c'est vraiment à chacun d'adapter, et je le dis plein de fois dans le livre, vraiment avec qui il est profondément. Mais
c'est des fondamentaux. C'est-à-dire que avant de s'intéresser, je ne sais pas, aux énergies, à l'intuition, au chamanisme, à d'autres choses dans cette grande enveloppe de bien-être et de connaissance de soi, revenons d'abord vers nous, c'est-à-dire ayons une alimentation santé et vitale. Il paraît qu'il faut 7 ans quand même hein, pour une personne qui est motivée pour changer son alimentation. C'est-à-dire vraiment recalibrer son alimentation en fonction de qui il est et que ça lui apporte de l'énergie et de la vitalité. Enfin, ce que disait Hippocrate, hein, que ton aliment soit ton premier médicament. Concentrons-nous aussi sur une activité sportive, c'est-à-dire de remettre du sport et du mouvement dans notre vie. Donc, ça à chacun de trouver ce qui est bon pour lui et d'en le faire régulièrement dans la semaine. D'être très attentif à notre sommeil. On a chacun des cycles de sommeil très respectifs en fonction de chaque individu. Donc, c'est à chacun d'être très vigilant et de voir en fait de combien d'heures de sommeil il a besoin, quels sont ses cycles de sommeil et de les respecter. De se rapprocher le plus souvent de la nature. Même si on habite en ville, moi j'ai habité 34 ans à Paris, j'allais dans des parcs où je faisais 1 heure et demie de vélo pour aller dans des forêts. De faire des exercices de relaxation. Chacun doit trouver aussi des exercices de relaxation qui lui conviennent. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la respiration, peu importe. 10 minutes par jour suffisent. Et de voyager. Alors, moi, j'entends par voyager, je précise, voyage, pour moi, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Là encore, je l'ai vécu ce week-end, donc c'est très récent. Ce week-end, je suis parti avec ma tante, donc j'étais bivouaqué à 40 minutes de Montpellier, sur un site que j'adore, en fait, qui se trouve, ça s'appelle le lac du Salagou, et donc je fais une randonnée d'1 heure, 1 heure et demie, ça me permet de surplomber le lac avec une vue magnifique pour le lever du soleil et le coucher du soleil. Et donc je bivouaque sur place, et après le lendemain, je rentre ici à Montpellier. C'est ça, en fait, pour moi, le voyage. C'est de partir de chez soi, passer une nuit à l'extérieur et revenir chez soi. Et donc ça, c'est vraiment important parce que quand tu fais ça, tu t'extrais de ta vie, tu prends du recul sur ta vie. Et donc du coup, pour moi, l'idéal, c'est de se retrouver en pleine nature et d'avoir un bel horizon, en fait, d'avoir vraiment de la beauté naturelle face à soi, parce que ça participe justement au bonheur et au bien-être de notre état d'esprit, quoi. Et donc ça, ce sont des points, en fait, qui sont vraiment adaptables en fonction de tout le monde et qui devraient être une habitude de vie, comme on se brosse les dents, comme on mange, comme on prend une douche, quoi, tout simplement, quoi. C'est pour ça que pour moi, ce livre, il devrait être remboursé par la Sécu, parce qu'on a oublié tous les fondamentaux, quoi. Et moi, je te dis, ce qui est génial, c'est que j'ai commencé à l'âge de 10 ans, parce que j'ai une famille qui baigne là-dedans, en fait, depuis que je suis tout petit. Et donc, je peux mesurer, en fait, tous les bienfaits d'avoir intégré cette habitude de vie dans ma vie, qu'on peut appeler une routine, des rituels, une forme de discipline aussi de vie. Je peux le mesurer parce que sur ces 34 dernières années, bien évidemment, j'ai pas été tout le temps à fond tous les jours pour X raisons. Parfois, je pouvais pas, parfois c'était autre chose. Et j'ai vu en fait que quand je le faisais pas, j'étais différent, c'est-à-dire j'étais différent dans l'interaction avec les gens, j'étais différent dans ma créativité, dans la perception que j'avais de mon travail, dans mon intuition aussi, oui, dans plein de choses en fait, c'est assez incroyable. Et donc, quand je suis dans cette routine de vie, je vois bien en fait comme quoi je suis beaucoup plus éclairé, surtout face aux événements, dans les Hmm. interactions intersociales et tout, etc. C'est assez dingue. Et donc, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne que chacun fasse ça au moins du mieux qu'il peut tous les jours, tu vois. Parce que ça ne demande pas d'argent, c'est accessible à tout le monde, et ça demande juste de commencer. Et puis après, au fur et à mesure, on affine, on affine. Ça ne va pas venir tout seul, ça va mettre du temps, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, si tout le monde faisait ça, on serait dans une société, mais complètement différente, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller acheter 15 milliards de livres en développement personnel. Il n'y a pas besoin d'écouter je ne sais pas combien de conférenciers en développement personnel. Il n'y a pas besoin de tout ça en réalité. Il faut juste revenir aux fondamentaux, ce que je viens de citer, quoi. Et bon, voilà, quand je dis il faut, c'est pas un impératif, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus logique. C'est le bon Voilà. sens, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le premier tome de cette autobiographie que tu as écrite, puisqu'il y en a un deuxième qui est prévu où tu vas à nouveau proposer 6 escales. Oui, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as réellement décidé de présenter la première partie de ce voyage connecté aux besoins fondamentaux qui sont les besoins de notre corps, les besoins euh, basiques de dormir, de se nourrir, de bouger, de se reposer et d'être en contact avec la nature finalement, hein. C'est exactement. vraiment Exactement, c'est des fabuleux. basiques. En fait, si tu veux, moi, mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Et donc, ce premier livre, il est plutôt, comme tu le dis, consacré à quelque chose de beaucoup plus terrestre et beaucoup plus ancré, c'est-à-dire vraiment les bases fondamentales de notre corps, quoi, tout simplement, de ce qu'on est, hein, de notre état d'être. Et le deuxième livre, il est complémentaire parce que là, je viens en fait sur le monde intérieur, notre monde intérieur. Et donc, bah, tout ce qui est connecté à l'intuition, à l'amour, à l'éducation, etc., quoi. Et cultiver son monde intérieur, c'est-à-dire prendre soin aussi de son état d'esprit, d'une forme de spiritualité, c'est pas dissociable de prendre soin de son corps. C'est Mm. vraiment deux choses qui sont complémentaires, un esprit sain dans un corps sain, très clairement. C'est-à-dire que se focaliser, par exemple, que sur le côté monde intérieur, spiritualité, intuition, amour, etc., en soi, c'est pas suffisant. Il manquera si en parallèle de ça, on n'est pas aussi sur une démarche de prendre soin de notre corps au niveau de l'alimentation, du sport, du sommeil, etc. Ça va créer un décalage. Donc, c'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est les deux quoi. Donc, c'était Mm. pour ça que c'était important pour moi qu'il y ait une suite, qui est pas vraiment une suite, qui est juste complémentaire au deuxième, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut lire le deuxième sans avoir lu le premier, mais les deux sont quand même interconnectés, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette métaphore que notre corps est comme un temple, hein, c'est le temple de notre âme. Et j'ai envie de faire le lien avec, voilà, on décide de prendre un temps de méditation. Ben, si on doit méditer au milieu de détritus, de mauvaises odeurs, de bruits difficilement audibles, eh bien, ça va être difficile. Et quelque part, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si nous ne prenons pas soin de notre sommeil, notre alimentation, du fait de bouger, d'être en relation à la nature, ben, notre temple intérieur n'est pas prêt pour accéder à cette recherche qui peut se faire à travers la méditation, Oui, le chamanisme ou toute autre pratique spirituelle. tout à fait, tout à fait. Et toute personne qui est un minimum, je le mets entre guillemets, éveillée, toute Mhm. personne va te dire exactement la même chose que moi. C'est-à-dire Mhm. que c'est les fondamentaux. Si tu veux, par exemple, imaginons dans ton parcours de vie, d'un coup, tu as envie de t'intéresser à ton intuition et aux énergies, quoi, par exemple. Eh ben, si tu commences à te renseigner autour de toi, tu verras en fait que beaucoup vont dire, bah, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu as une activité physique? Est-ce que tu dors bien? Parce qu'en fait, c'est vraiment les bases, quoi. Si tu es déjà sur ces bases-là, oui, ça devient très intéressant de commencer à te connecter à ta partie intuitive et à être très sensible à ça, à l'écouter, parce que tu seras beaucoup plus réceptif. Pareil pour les énergies, pareil pour plein d'autres choses qui tournent autour du développement personnel. C'est vraiment les bases, quoi. C'est les bases. Pour encore prendre une autre métaphore, tuyau d'arrosage, si le tuyau d'arrosage est complètement encrassé, ben, l'eau ne pourra pas s'écouler. Et c'est la même chose pour notre intuition, nos perceptions, etc. Nous sommes un canal et c'est important qu'il soit en bonne santé, en bon état, Exactement. propre, libre, pour laisser passer tout ce qui a à Exactement. se manifester, à se vivre. Mais c'est formidable tout ce que tu nous dis. En fait, c'est simplement du bon sens. C'est des choses qui se disaient déjà du temps d'Hippocrate, hein. Tu faisais référence à Hippocrate, hein. Euh, et donc, il me vient une question, mais finalement, dans ce monde hyper connecté, là, on est tout le temps sur nos smartphones, etc., et qui nous stimule, on peut même dire à du 1000%. Et aussi, les gens qui vont beaucoup sur Instagram et sur TikTok et ce genre d'applications, on lance beaucoup d'images du bonheur, de la richesse, de la beauté, etc. Et donc, me venait une idée, est-ce que c'est pas une gageure que d'être simplement heureux dans ce monde du paraître? Ben non, parce que c'est la société qui nous fait croire tellement de choses. La première complexité peut-être dans notre société à l'heure d'aujourd'hui, c'est de se déconditionner en fait de tout ce qu'on nous a appris, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et ça commence par l'école, ça commence aussi par les parents, enfin, c'est vraiment sociétal, hein, globalement, quoi. Tout à Donc fait. déjà, se déconditionner de tout ça, c'est-à-dire avoir ton propre regard sur, Hmm. par exemple, reprenons ton exemple, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux. Moi, je les utilise. Je suis présent sur tous ces réseaux sociaux, mais je les utilise uniquement professionnellement. C'est-à-dire que tu ne me verras pas à titre privé en train de m'amuser à montrer, je sais pas, ma life ou en train de laisser des commentaires. Enfin, tu vois, je vais pas m'amuser à scroller toute la journée, à regarder ce qui se passe sur l'ensemble de ces réseaux. Je vais, par exemple, je sais pas, sur Instagram, je poste ce que j'ai à poster, hop, et après, je passe à autre chose.
tu vois. Voilà. Donc, parce que Mhm. je me suis déconditionné, c'est-à-dire que Mhm. j'ai appris à poser mon propre regard en fait sur beaucoup de choses dans la vie, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai conclu à titre privé que ça pouvait être extrêmement chronophage et donc du coup ça pouvait me prendre du temps et de l'énergie sur beaucoup de choses en fait dans ma vie perso et pro. Donc du coup ma conclusion ça a été de me dire je vais l'utiliser uniquement de manière professionnelle et tout le reste ne m'intéresse pas quoi. Mhm. En fait, Donc c'est tu pour parles ça. de discernement. C'est discernement. Exactement, Mhm. exactement. Mais pour arriver à du discernement, ça part de notre éducation. Donc ça part en fait de notre conditionnement, de là où on est, quoi. Et peu importe du pays dans lequel on se trouve. C'est pour ça que je te dis que dans un premier temps, il faut se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, quoi. C'est ça qui n'est pas réellement évident pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je mets beaucoup d'énergie, moi, dans l'éducation ces 10 dernières années, c'est que je pars du postulat que si, dès le début, on intègre le savoir-être et la connaissance de soi, donc en gros, dès l'école, au foyer, etc., mais t'imagines le cadeau qu'on fait à l'humanité. Parce que là, une grande partie de la population, pour pas dire peut-être 70%, les gens, ils ne se connaissent pas. Ils sont totalement à côté d'eux-mêmes. Ils font un travail qui est purement alimentaire, ils font pas du coup un job qui devrait, pour moi, hein, Oui, d'abord en fait leur apporter du bien-être, les épanouir totalement, parce qu'on est plus de temps au monde professionnel qu'avec notre famille ou avec nos amis. On y est un minimum 7-8 heures par jour. Donc ça devrait être le premier lieu dans lequel bah, on s'épanouit, on est heureux et tout, etc. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Ils choisissent un modèle. Et en fait, en réalité, quand tu regardes bien, ils choisissent pas. C'est juste que la société, elle te dit quoi, la société? C'est quoi le bonheur pour la société? C'est te marier, enfin, faire des études, avoir des diplômes pour gagner de l'argent, très important. mhm. Te marier, avoir une grosse maison, un chat, un chien, un gros 4x4. Et là, tu es content, normalement. C'est ce que la société, elle te vend. C'est là, bah là, normalement, tu es dans le bonheur, quoi. Mais bon, c'est pas ça le bonheur, quoi. C'est-à-dire que quand tu as réussi justement à conscientiser que c'était pas ça, donc à prendre du recul, à te déconditionner, bah, tu commences à voir le game, donc le jeu de manière très différente. Et là, bah, tu essayes, toi, de te créer ton propre monde, en fait. Enfin, Mhm. moi, j'ai l'impression de vivre ma vie de rêve, quoi. C'est-à-dire que je suis dans mon propre rêve. Je me crée ma vie tous les jours, quoi. Et c'est accessible à tout le monde parce que, comme je te l'ai dit, tu as vu, je suis parti très, très loin. Ah Mais c'est oui. accessible à tout le monde que si, justement, on nous amène le savoir-être et la connaissance de soi très tôt dans nos vies. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé à 10 ans, donc j'ai pu me déconditionner et me reconditionner très tôt. Et je mesure maintenant la chance que j'ai. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est plutôt un déconditionnement du conditionnement plutôt qu'autre chose. Et alors, je voudrais rassurer nos auditeurs et nos auditrices avec une citation de Lao Tzu qui disait: un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et oui, Et je dirais bah, qu'un premier pas, ça pourrait déjà par commencer à lire ce livre et à mettre en application chaque fois l'action que tu proposes à la fin de chaque escale, puisque tu proposes des escales. Donc une escale, c'est un moment où on s'arrête, c'est un moment où vous allez pouvoir, accompagné de Julien, explorer une thématique. Et puis, après l'escale, on repart et on fait un premier pas. Et à chaque fois, vous avez une action que vous pourrez mettre en œuvre et vous aider à avancer sur le chemin vers soi, hein, puisque le deuxième titre, c'est En chemin vers soi. exactement. Bien, waouh! C'est exactement ça, parce que, comme je le disais au tout début, c'est bien en fait de lire et d'intellectualiser, d'aller voir des conférenciers et tout, etc. Mais si toi, tu vis pas l'expérience, si tu l'incarnes pas en fait dans ton propre corps, ah, tu passes quand même à côté de beaucoup de choses, quoi. Et c'est 100 fois plus, j'allais dire performant, mais je sais pas si c'est le bon terme. C'est c'est Efficace, beaucoup, on va dire. ouais, beaucoup plus efficace en fait de vivre les choses. De toute façon, on le voit aussi pour les enfants, hein, pour les parents qui nous écoutent et qui élèvent leurs enfants. On voit bien que quand les enfants vivent de l'expérience, bah, ils apprennent 100 fois plus que s'ils sont assis à écouter quelque chose, quoi. Ouais. Surtout si c'est quelque chose qui les intéresse et qui les met en joie. Alors là, c'est encore plus rapide, quoi. Et on est pareil, nous, en tant qu'adultes, hein. On a toujours ce petit enfant intérieur en nous, hein. Moi, je défie quiconque, n'importe quel adulte, de dire le contraire. C'est-à-dire, va faire quelque chose que tu adores et tu verras, en fait, le temps passe super vite. Enfin, ça n'a rien à voir avec quand tu fais des choses que tu n'aimes pas, quoi. Et donc, c'est vrai que comme l'être humain, il n'est pas fait pour rester posé comme ça 8 heures à écouter quelqu'un qui te parle
Et en plus, cette personne, il faut qu'elle soit passionnante et qu'elle aiguise ton intérêt. On n'est pas fait pour ça. On a besoin, nous, d'être dans le mouvement, de vivre des expériences, hein, très clairement. Donc ça aussi, c'est une chose qui serait vraiment chouette dans notre système, mais que ce soit en France ou dans d'autres pays, qu'on ramène beaucoup plus le mouvement, en fait, dans notre système éducatif, plutôt que de rester assis, quoi, à écouter, quoi. Et oui. Et Et donc, oui. nous invitons tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, eh bien, à quitter votre écran, là, juste après cette interview, et à aller mettre du mouvement dans votre vie en appréciant tous les bons côtés de la vie. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Bon, habituellement, je demande à mes invités un conseil, mais ici, on en a eu bien suffisamment. Ce livre a été édité aux éditions Erol. C'est facile de se le procurer, je crois, hein, dans n'importe quelle bonne librairie, je suppose. Ah oui, oui, on le trouve partout, dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon, en numérique, il est partout. Donc, il n'y a pas d'excuse pour se le procurer. Et je voudrais vraiment te remercier, Julien, d'avoir Merci accepté de à faire toi. cette interview. Et puis, je te dis à la prochaine pour ton deuxième livre, sans doute l'année prochaine, c'est cela? Alors, il sortira en octobre 2024. Eh ben, voilà. Donc, vous avez le temps de le mettre en pratique. Exactement. Une escale par mois et vous y serez très, très facilement. Bien, alors, pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne et aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce. Et puis, activez la cloche aussi pour ne rater aucune des vidéos. Et j'aime demander à partager ces vidéos avec vos amis parce que cela ne peut que faire du bien. Et je vous dis au revoir Julien. Au revoir, Oriane. Merci. À bientôt. À bientôt, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.